Bon, je crois que le quart d'heure de grâce est achevé. Donc, il ne faut pas toucher le machin. Sinon ça démolit le truc. Pas de machin, sinon ça démolit le truc. Bon. Donc, bien merci à vous d'être là. Donc c'est parti pour le bouquet. Comme le bouquet final dans les feux d'artifice, dans les fêtes de village le mardi soir, après le bal des vieux. Donc il y aura Janis Joplin et BHL. La portugaise, Frédéric et Abel, Georgette Mazellonnet épouse Le Dalle, et Caton l'Ancien, Monsieur Brunet, Philippe Descola, Jean Ferrat qui est venu avec Gilbert Bécaud, François Mauriac est venu avec Jacqueline Maillan. Et Trapenard Augustin aussi est venu. Bon, ça fait du monde. Quelques peintres, bien sûr, dont on ne saurait se passer, dont Jacques Truffaut. Et nous repartirons, comme je l'ai annoncé ce matin, en pétarou. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un pétarou ne regretteront pas, je crois, d'être venus. Nous repartirons en pétarou, Mathieu Riboulet conduisant le pétarou et Jacqueline Maillan sur le porte-bagages du pétarou. Mathieu Riboulet, comme s'il nous téléphonait de l'au-delà. Il est mort 5 février 2018. Il était de mes amis de longue date et de haute écriture, comme on parle de haute montagne. Monique, amie aussi de longue date, comédienne et écrivain, a accepté de lire un texte que Mathieu avait écrit sur mes livres pour une revue pour les moments littéraires, je crois, hein, il y a quelques années de cela. Et comme je l'ai dit ce matin, donc après chaque texte d'écrivain sur mes livres, je répondrai en quelque sorte par une lecture que je ferai du premier livre avec lequel j'ai rencontré l'écrivain. Pour Mathieu, il y aura exception. C'est-à-dire que je lirai bien un texte de Mathieu, mais ce sera tout à fait à la fin. Parce que l'homme du pétarou, c'est lui. Comme c'est avec lui que nous repartirons, enfin vous me comprenez. Simplement, Mathieu, lui, il est parti sur ces mots-là, les derniers mots publiés. Non, il a publié un autre livre ensuite, un livre posthume, mais une de ses dernières phrases quasiment publiées, c'est celle-là, dont je ne me lasse pas. Car, elle commence par car. Car notre besoin d'installer quelque part sur la terre ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin. Car notre besoin d'installer sur la terre, quelque part sur la terre, ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin. Monique. C'est un texte écrit en 2016, donc par Mathieu Riboulet, qui s'intitule « Déplacement » au pluriel. Pour avoir effectué un déplacement notable sur l'échiquier géographique, généalogique, social et culturel, Marie-Hélène Lafon sait l'importance de la place. Ce déplacement aurait pu ne pas suffire, mais il se trouve que Marie-Hélène Lafon écrit. Certains de ceux qui écrivent éprouvent d'emblée comme vitale, essentielle, indispensable la confrontation à la question de la place. Posons donc en ouverture la double injonction, qui est le lot de certains de ceux qui écrivent, écrire parce que quelque chose de la place qui nous est assigné ne va pas, qu'on va tenter de corriger par le truchement d'infimes glissements, ou éprouver que la déchirure qu'imprime un déplacement dans une vie pourrait être éclairée par le travail de plume. Posons cela,
Et redisons pour clarifier, Marie-Hélène Lafon sait l'importance de la place, Marie-Hélène Lafon écrit. Géographique. La Vulgate sur l'œuvre de Marie-Hélène Lafon se nourrit largement de l'enfance, de l'adolescence cantalienne et du retour quasi constant de l'œuvre au terreau initial, à l'épicentre narratif, les hautes terres du Césalier. C'est infiniment négligeable, ça ne se dit plus pays, ailleurs que dans les livres, dans la langue des chantres d'un passéisme borné ou dans celle des offices de tourisme. Dans le parler administratif, c'est-à-dire politique, qui nous modèle aujourd'hui, ça se dit territoire. Ça reste négligeable, mis en regard de la vertigineuse dimension que le monde désormais revêt, et pourtant tout s'y tient. Ou plutôt s'y tenait, quand les choses ont commencé à s'ordonner sous nos yeux de rejetons des 30 glorieuses. Maintenant tout s'y déroberait plutôt, les dites choses retournant à la lave initiale qui façonna ces plateaux. Et ce qu'on voit n'est autre que ce que la plume de Marie-Hélène Lafon travaille depuis le tout début, ce que cache la stupéfiante beauté des lieux, des eaux, des airs, des pierres et des bêtes. Non pas un triangle de verdure apaisé et serein, mais les Bermudes, ni plus ni moins, la mer des Sargasses, où tout s'abîme corps et biens, disparaît sans retour et finit de guerre lasse par tomber fourbu. Généalogique. C'est du côté du père que ça se joue symboliquement la généalogie, même si évidemment le côté de la mère est tout aussi déterminant, mais il est symboliquement ou sous la lave ou au fond des Sargasses, comme on voudra. Il faut aller le chercher ce côté-là pour le trouver. Bref, ça se joue du côté du père et Marie-Hélène Lafon l'annonce d'emblée en octobre 1996 en une 8aine de pages tirées au cordeau intitulées « Liturgie ». Il était le père, il avait le droit. Nous n'avons pas 36 façons de nous déplacer généalogiquement. La première est de ne pas avoir d'enfant, de décider de n'en pas avoir, de vouloir n'en pas avoir. La deuxième est d'élire un autre père que le sien. Marie-Hélène Lafon l'a dit, le père de plume qu'elle s'est choisi est en fait une trinité, limousine qui plus est, Pierre Michon, Pierre Bergogneau, Richard Millet. Une trinité au reste curieusement composée de fils, au sein de laquelle le nom premier, auquel elle envoie le manuscrit de liturgie pour adoubement symbolique, autorisation rétrospective à se déplacer, Pierre Michon, est le fils par excellence, le fils fait écrivain, qui pas plus qu'elle, mais pour d'autres raisons, n'a rien demandé au père biologique, s'est déplacé, c'est tout. Mais Marie-Hélène Lafon n'est pas un fils, c'est une fille. Et son double déplacement généalogique n'en est que plus retentissant. Social. Les filles, auxquelles tout résiste davantage, qui doivent fournir plus d'efforts pour atteindre leur but que les garçons, disposent dans le monde rural d'une longueur d'avance décisive, une seule mais imparable, presque cruelle. Elles ont d'emblée compris qu'il leur faudrait partir. Quitter, rompre, s'arracher, tourner le dos, refuser, renier, on le dit comme on veut selon les cas, les lieux, les temps, les configurations familiales, les considérations économiques, peu importe, le fait demeure, elles savent qu'elles doivent partir, qu'il y va de leur vie. Elles ne veulent pas mourir là. Elles voient déjà ce que les hommes ignorent encore ou refusent de voir. Ils n'ont pas le langage. Ils n'ont que le silence pour s'embrouiller la tête. Ils n'ont pas ce que leurs sœurs ont, les mots pour dire l'engloutissement qui vient, les mots pour dire qu'elles veulent aller apprendre, les mots pour dire qu'elles veulent aller en ville, les mots pour dire qu'elles veulent trouver un homme venu d'ailleurs qui les arrachera au terreau épuisé qui les porte à peine, à la lave qui guette, les mots pour dire « je ne mourrai pas là où le ciel est si grand, où la terre est si belle, où les airs sont si pleins, je pars ». Elles le font, elles l'ont fait. Marie-Hélène Lafon l'a fait. Le faisant, elle n'a peut-être pas pris la mesure du déplacement considérable qu'elle effectuait et des conséquences de son geste. Et c'est en l'écrivant plus tard qu'une conscience en est venue et la nécessité vitale de le dire, lui et ses conséquences. Le risque, enfin, désormais assumé, lumineux et central, d'avoir à déblayer la terre qui glisse, d'avoir à travailler la lave, à sonder les sargasses. Culturel. Le registre de la terre est inexportable ailleurs que dans la littérature. C'est un fait massif. Un écueil fatal à quiconque penserait, venu de terres lointaines, trouver refuge en ville. Pouvoir aux citadins
dire quelque chose des vents, des bêtes et du gel, parler des hautes terres, de la vie obligée qu'elle dicte à celles et ceux auxquels elle ne concède qu'un minimum vital pour aller et venir. La ville, la grande ville, c'est-à-dire Paris, la capitale de tous les capitaux dont nous traitons ici, économiques, sociaux, culturels, sourit une fois l'an à ceux qui la nourrissent, va mêler ses savates aux sabots qui résonnent vers la porte de Versailles, au sacro-saint salon de l'agriculture, se risque du bout de l'escarpin rue de Lappe à dîner à la galoche d'Aurillac, avant de regagner l'asphalte, les quartiers haussmanniens bâtis par les Creusois, la haute sphère des mots, l'air subtil des concepts. Ça n'est pas rien, Paris. C'est plus infranchissable que le plomb du Cantal aux provinciaux, madrés comme Benet, qui en tentent l'ascension. Marie-Hélène Lafon le sent quand elle doit s'y coller. Elle le lira ensuite, après avoir accumulé un peu de capital, éclairé des lumières perçantes de Pierre Bourdieu. Voyez le reflet de celle du bal des célibataires dans les pages de l'annonce. Le relira sous la plume acérée d'un des trois pères choisis, Pierre Bergogneau, et le dira, enfin, à son tour, dans Les Pays, une fois assimilé qu'il n'est plus guère de place pour ça, la terre et ses tracas, la terre et ses bonheurs, ailleurs que dans les livres. Je vais continuer, mais je bois. Hydrographie. Traverser est un peu comme le revers de la médaille romanesque. Le texte où Marie-Hélène Lafon cerne, pointe, précise ce qui la fonde, sans aucune espèce de détour, dit comment le grand pays a infusé en elle pour toujours, la tâche qu'elle s'est un jour fixée, les hésitations qui lui restent, l'inquiétude sourde que tout cela fait naître. J'ai eu la chance d'arpenter de concert avec elle quelques kilomètres de chemin, souvent plats et parfois creux, sur ces hauteurs venteuses peuplées de troupeaux bruns, sombres, un rien hautain de vaches impériales, qui sont comme un modèle à l'écrivain patient. Et j'ai pu mesurer là à quel point la géographie physique et humaine des lieux avait infusé en elle, le savoir encyclopédique qu'elle a de ses fermes, ses hameaux et de ceux qui les peuplent. Un point cependant, il est d'hydrographie, cette branche de la géographie qui se mêle des eaux, courantes des hauts plateaux, huileuses des sargasses, et sans doute avant tout de graphie tout court. Un point sur la Santoire. C'est le nom de la rivière qui traverse le triangle, tapisse le fond de la vallée, irrigue l'œuvre. C'est à Marcel Proust, l'écrivain citadin type, pourtant, que l'on doit avoir établi en quelques pages éblouissantes que dans un nom de pays, il y avait d'abord et avant tout un nom, puis en seconde intention, un pays, et qu'il nous incombait au moyen de rêveries, d'arpentage ou d'écriture, d'encadrer les beautés ou les âpretés du second dans l'élégance ou le mystère du premier. Santoire est d'abord un nom aussi beau que Guermantes, Méséglise, Carquetuit. Ensuite seulement un lieu, une maison, une rivière, une lignée à joindre aux deux bouts. À Marie-Hélène Lafon, le nom est venu avec l'eau, l'eau avec le nom. Depuis qu'elle est, elle sait. Elle attend 2013 pour écrire, toujours dans Traversée, que au commencement, il y a la fente, la santoire et sa mouillure, en une image dont la puissante connotation sexuelle n'aura échappé à personne, et qui fait vaciller l'aimable aspect champêtre qu'une lecture hâtive aurait pu conférer à ce que jusque-là elle avait publié. Nous sommes parfois, hélas, de hâtifs lecteurs. Elle dit quelques pages plus loin qu'elle a songé à faire de ce nom de rivière son nom d'écrivain. Nous en serions donc à disserter ici sur l'œuvre de Marie-Hélène Santoire. Mais eût-elle alors osé écrire qu'elle avait nom de fente? Elle a gardé son nom, c'est-à-dire nom du père, elle a gardé Lafon, je crois qu'elle a bien fait. On peut tout déplacer, emporter avec soi, mais le nom dans lequel on écrit, on le prend où on est, ça fait un soubassement, ça vous tient. Ça fait qu'on sait toujours si on est là ou pas, et si on est ailleurs, à combien on se trouve de son point de départ. Ça ne sera pas de trop, le jour où il faudra dire qu'au fond des sargasses, on trouve parfois la lave. La place. On raille aujourd'hui assez volontiers une question que la critique des années 1970 posait couramment. D'où écrivez-vous? Indifférent à la raillerie, je la tiens pour essentielle. Et m'importe toujours celles et ceux dont les textes sont porteurs de la réponse ou d'une partie de la réponse. Le temps est le lieu de notre naissance.
la place que la configuration familiale nous réserve, concède ou refuse, le milieu social et le capital culturel dont il est porteur, en un mot cher à Marie-Hélène Lafon, l'extras, décident absolument des propos que l'on va tenir, de la façon dont on va les tenir, du fait même d'avoir conscience que l'on a un propos à tenir. Ce qui ne va absolument pas de soi, car contrairement à ce qu'une certaine tendance actuelle prescrit, nous n'avons pas tous quelque chose à dire. Ce n'est pas rien, penser que l'on a quelque chose à dire, et se résoudre à le dire. Cela implique un mélange d'orgueil et d'humilité, qu'il faut veiller à maintenir à parts égales pour se garder de l'autosatisfaction comme de la dévalorisation de soi, qui sont les deux faces d'une même médaille. Emprunter ce chemin en tremblant est sans doute un gage que c'est le bon chemin et qu'on est bien chaussé. Certes, on est loin de savoir où on va, mais au moins c'est d'où l'on part. Le tout est de ne jamais perdre de vue ce point de départ et à chaque nouveau texte, à chaque mise en chantier, repenser la question en préalable absolu, d'où vais-je écrire, c'est-à-dire qui va parler. Sans entrer dans un trop fin détail, ces quelques points. L'ouverture liturgie est frontale, comme l'est la liturgie précisément, et la voix narrative affirme sans embâge la puissance certaine du « je ». À quoi succède, dans Le Soir du chien, ce portrait diffracté d'une Marie-Hélène curieusement contractée, ramassée en Marlène, des coupes noires et rousses sur laquelle tout ricoche, les hommes de la fiction installés dans ces pages, comme le texte ricoche sur celui qui l'écrit, comme celui qui l'écrit ricoche sur son texte. Quelques livres plus tard, soit dans les pays, c'est Claire qui parlera, et la luminosité de ce prénom dispense de tout commentaire quant à la prégnance du « je » à l'épicentre du récit. Extraterritorialité. Dans ce parcours qui jamais ne perd de vue sa source et commence à entrevoir son but, deux écarts, mieux encore deux embardées. Meaux est la première. On y tourne le dos au Cantal. On se trouve soudain dans un registre géographique et social absolument imprévu. On voit se dessiner le portrait d'un Français, pas tout à fait de souche, immigré de deuxième génération, dans la banlieue d'Avignon. Un portrait christique, ouvertement. Et les repères se brouillent. Si d'aventure on s'était laissé prendre à la thématique champêtre que les autres livres présentent de prime abord. Or, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire dans le corps de ce garçon sans attache réelle, apparemment à la dérive, mais vibrant de sensations premières, secondes, nourricières ou délétères, c'est selon. Meaux est le frère en empêchement divers de Laurent, dans Le Soir du chien, de Rémi, dans Sur la photo. On ne s'est pas trompé, on est bien chez Marie-Hélène Lafon, qui place ce texte sous les auspices d'une phrase de Fellini, « Je suis toujours autobiographique ». Même si je me mets à raconter la vie d'un poisson. On est heureux qu'elle ait fait cette première embardée, on lui en souhaite d'autres tout aussi belles. Gordana est la seconde, portrait d'une immigrée de toute première génération et de tout autre extras que Meaux. Caissière dans un Franprix parisien, et derrière elle est le corps puissant qu'elle érige en rempart. C'est le monde qu'on aperçoit. Le monde tel qu'il ne se présente plus sur les hauteurs du Césalier, où voici une quarantaine d'années, il se donnait encore à voir, où l'on s'était dit qu'on tâcherait de l'attraper pour en consigner quelque chose, où l'on a fini par se rendre compte que c'est sa fuite que l'on dirait plutôt. Le monde que l'on retrouve à peine étonné au Franprix de la rue du Rendez-vous, jamais de hasard dans les noms, et dont on donne un aperçu presque timidement, comme n'osant s'aventurer sur ces terres familières mais pas vraiment connues et jamais sûres. Alors, on s'attache à saisir dans ces pages une chose qui sourd de Gordana comme une menace diffuse, et que l'on a d'emblée identifiée parce qu'on la connaît bien, qu'elle tapisse les Sargasses, le Césalier, les très lointains Balkans, la lave. Le corps. La Vulgate, mais elle est naissante, ne s'étend pas outre mesure sur le corps, même si elle ne l'ignore pas. Marie-Hélène Lafon est un écrivain du corps, des corps. Un écrivain des usages du corps, des deux principaux usages du corps, le travail et l'amour. Cela n'apparaît pas forcément au premier abord, pourtant c'est écrit noir sur blanc. D'emblée, ça ne s'est pas payé de mots. Mais quelque chose dans la torsion de l'écriture, dans la façon de nouer toujours le corps et la nature, le corps et le travail, le corps et le temps, fait qu'on est emporté, et que les choses vertes lui font au corps comme un écran, parce qu'il est pris dedans, comme les proies tricotées des araignées patientes.
J'ai tout de suite eu le sentiment d'être chez moi dans les livres de Marie-Hélène Lafon. Et longtemps, j'ai attribué ce sentiment aux choses vertes, à cette familiarité que j'en ai aussi d'autres manières et que je tente aussi de dire d'autres manières. Mais en réalité, je m'en suis avisée plus tard. Ce sentiment d'être chez moi dans ces livres ne me vient pas tant des choses vertes que des corps qui y sont pris. Les choses du corps, et particulièrement les choses du corps dans l'amour, c'est-à-dire les choses du sexe, sont par excellence de la lave, et toujours la plume de Marie-Hélène Lafon traque ces moments de surgissement de la lave, traite de jaillissement, de failles, de fentes et de mouillures. Dit de combien de brûlures cuisantes se paie la joie, qui a si peu souvent nom de joie, plus souvent nom de silence, de sueur mal essuyée, de salive ravalée, nom de choses chaudes mais inquiétantes, et parfois pâles comme la mort. Et pour finir, épigraphe, Marie-Hélène Lafon qualifie volontiers ses textes en cours d'élaboration de chantier, son bureau d'atelier. Ce sont là termes d'architecture, de peinture, d'artisanat, termes de main à la pâte. Ça sent la menuiserie, la ferronnerie, la térébenthine et la sciure. Et ça n'a rien d'une pose de fausse modestie. Ça dit ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Ça dit ce que personne ou presque ne dit, le corps de l'écrivain au travail. Il ne s'agit pas d'en faire un martyr, ni d'en tirer je ne sais quelle gloire, mais simplement de souligner que ce corps-là n'est pas une abstraction. Pas plus que la matière dont il traite n'est une abstraction. Pas plus que les outils qu'il emploie ne sont une abstraction. On sait l'intérêt que Marie-Hélène Lafon porte aux arts dits plastiques, et en particulier à la peinture. Sur les 12 épigraphes placées en ouverture de ses livres, une seule vient d'un écrivain. Et encore, s'agit-il du texte de Genet consacré à Giacometti. Une d'un philosophe, Bachelard, une de la sagesse des nations, 2 autres de cinéastes, Bresson et Fellini, et les 7 restantes de peintres, Bonnard, Giacomelli, Roberol, Delacroix, Bacon, Cézanne et Soulages. Des noms de géants, vertigineux, des noms couverts de taches de peinture, des noms qui tracent au couteau, taillent dans la masse, privilégient les fonds avant toute autre chose, retirent, affinent, épurent, hissent, épatent, consolident, bouleversent. Pas un Flaubert, pas un Dostoïevski, pas un Proust dans la liste. La matière, du corps, du paysage, un horizon dessiné, une ligne bleue des Vosges, d'ogres jouant avec la lave, une direction à suivre bien chaussée, en tenant bon la rampe de l'orgueil, celle de l'humilité, sachant qu'un jour ou l'autre, on ne passera pas par les histoires, le roman, la nouvelle, on n'aura pas besoin de ces détours et méandres charnus, on ne racontera rien et le blanc montera sur la page jusqu'à la noyer de silence. Clair ou obscur, un « je » placé au centre du motif, à l'épicentre, parce qu'on sait où on va pour savoir d'où on vient. La messe est dit. Merci à Mathieu. Je crois que nous allons écouter Fabienne Jacob. Fabienne Jacob est la seule des écrivains présents, dont Monique aussi d'ailleurs, présents ici. Monique et Fabienne donc, ont publié dans la même maison d'édition que la mienne, Buchet-Chastel. Et Fabienne va se livrer à un exercice dont je sais qu'il n'est pas facile, donc je la remercie et je remercie aussi Luc qui sont présents, Luc Lang qui succédera ensuite à Fabienne, qui sont présents et qui vont dire devant moi, ce qui ne doit pas être tout à fait simple, je peux bien l'imaginer. Donc, surtout après la lecture tout particulièrement merci. Surtout après la lecture de Monique Juvancy. Et Monique aussi d'ailleurs. La mienne va être plus proche de celle de Patrick Modiano. Veuillez m'en excuser. Je vais dire par la diction. Une robe boutonnée jusqu'en haut. Un mot en préambule. J'appelle Marie-Hélène Lafon MHL. Pas en lointain écho à notre BHL national, mais en écho symboliquement inverse.
issus des antipodes de Saint-Germain-des-Prés, entendez Ségur, Saint-Saturnin ou Vesoul. Leur point d'achoppement ne tenant pas tant à l'origine sociale ou géographique qu'au bouton de chemise. Quand l'un arbore crânement, chemise blanche ouverte sur un poitrail triomphant, l'autre se vêt d'une robe boutonnée jusqu'en haut. Je répète, boutonnée jusqu'en haut, été comme hiver. C'est bien le cas. Heureusement. Sinon, tout tombait. Pêche tout en l'air. Ce détail vestimentaire est tout sauf un détail. C'est une métonymie, une vision du monde. Voilà belle lurette que MHL, non sûrement pas, MHL a compris, avant même Philip Roth, que le véritable érotisme ne consistait pas dans une blouse déboutonnée et débraillée, mais dans une blouse dûment boutonnée, ou alors à peine, mais vraiment à peine entr'ouverte. Ce qu'elle a compris pour les robes et les chemisiers, MHL l'a compris aussi pour l'écriture. Un bouton fermé surpassera toujours en puissance d'évocation un bouton ouvert. Less is more pour MHL, less is forevermore. En érotisme comme en littérature, donc, la suggestion terrassera toujours la volubile et inutile glose. Le corps lafonien n'est jamais montré dans sa totalité, il est évoqué par bribes, par allusion. Dans la toilette du Père, dans la nouvelle intitulée Liturgie, désolée, c'est passé avant moi, mais celle-ci aussi je l'ai retenue, le corps ne se donne pas entièrement à voir, si c'était nu intégral, le plaisir s'en irait sans doute trop vite, mettons par la bombe de la baignoire. MHL préfère suggérer l'étendue de la zone interdite dans une manœuvre subtile et habile, voire un peu perverse. C'est selon. Veillez à ne pas empiéter sur les aisselles, domaine réservé. Pensent les petites filles qui s'affairent autour du corps du Père. Et plus loin dans le texte, j'y une phrase extraordinaire avec cette béance noire et féconde qui la clôt. Les gouttes se fussent perdues là où le Père cessait d'avoir un corps. Ce texte liturgie est ma toute première fois avec MHL, ma toute première exposition à la phrase lafonienne, celle qui se tient droite toute seule. On connaît tous l'importance des premières fois que le corps n'oublie jamais. Pour moi, c'est simple. La première fois que j'ai lu du MHL, c'est comme quand j'ai entendu feuler Janis Joplin pour la première fois. La composition de l'air a soudain changé. La Terre s'est soudain arrêtée de tourner. La première fois, la première phrase m'est entrée directement dans le sang, directement sous la peau, sans passer par la case cerveau. C'était dans Liturgie encore. Le dimanche matin, il fallait lui laver le dos, il s'enfermait dans la salle de bain, il était le Père, il avait le droit. Plus loin, on m'a asséné un autre coup sur la tête. La buée était rose, d'un rose tendre et tiède, de sous-vêtements. C'est toujours le même vertige quand je découvre les auteurs qui m'impressionnent, qu'ils s'appellent Annie Ernaux, William Faulkner ou Catherine Safonoff. Après le choc de la phrase assénée, vient cette question. Comment cet écrivain fait-elle pour si bien me connaître, pour si bien connaître ma vie? Car cette fille qui lave le dos de son père dans la laine rose et tiède de la salle de bain n'est autre que moi. Exactement moi. C'est à cela même qu'on reconnaît un grand écrivain. Il vous parle de vous. Dans cette aventure pleine et entière de lire du MHL, tout mon corps est engagé, tout mon être. D'ailleurs, je n'aime que les auteurs qui m'engagent tout le corps et tout l'être. Tenir. Il est un verbe qui est un pilier, un soubassement de toute la maison Lafon. C'est le verbe tenir. La tenue, il faut avoir de la tenue, telle femme sait tenir une maison, telle autre se tient. Car voici bien un impératif lafonien. Il faut de la tenue, sinon c'est pas la peine. Ces phrases à elle tiennent droit toutes seules, on l'a déjà dit. Mais elle aussi, la femme MHL, regardez-la marcher, écoutez-la parler, point de mollesse, tout est vigueur et vaillance, dans ce corps tout droit descendu des plateaux granitiques. MHL tient, MHL se tient. Dans le paysage littéraire comme dans le réel qui parfois cogne, le délayer, le diluer, c'est pas son truc. Elle est crue, drue, brute, sèche, dense, acérée, définitive. Et jamais elle ne l'est autant que dans le fragment ou la nouvelle, selon moi. Ce format est son précaré, son unité de mesure, celle où elle livre du MHL au carré. Une huile essentielle rare, odorante. D'ailleurs,
Elle le confesse elle-même à la fin de l'histoire. Je commence par une nouvelle parce que j'ai peur de ne pas tenir la distance, craignant de tenir du flasque et de la fioriture. Oh alors là, on se permet vraiment de rigoler, parce que MHL, tenir du flasque et de la fioriture, aucun risque. Le flasque et la fioriture, d'autres s'en chargent. Ô combien. Bukowski, qui a eu dans ses vapeurs d'alcool quelques lueurs de lucidité, quelques fulgurances, a dit « Il y a les auteurs qui font blablabla et ceux qui font bim 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 ». Pas de doute, Marianne Lafon ne fera jamais blablabla. Pour qui veut tenter un concours des phrases qui font bim bim bim, il suffit d'ouvrir organe ou album où mon cœur balance toujours entre hiver, herbe ou rivière. Hiver. L'hiver habite ce pays, il s'étire et dure, il refuse, il tient, il a ses vertus, il est à sa place, herbe. En mai-juin, elle devient insensée, elle ne connaît pas sa force, elle n'a plus de limite, elle regorge, elle pavoise, elle frôle l'invraisemblable. Et à la fin, cette phrase souveraine, sous la neige, l'herbe recommence. Emma Schall fait tout un foin des adjectifs. C'est vrai qu'ils sont beaux. Moussu, têtu, cru, dru, tenace, tiède, tavelé, marqueté, et majesté d'entre les majestés, le plus beau d'entre tous, térébrant, dont j'ignore le sens. Mais je l'aime ainsi, brumeux, nimbé de ténèbres, et même d'une petite goutte d'essence de térébenthine. Mais j'ai vérifié depuis, c'est pas du tout ça, c'est même le contraire. Emma Schall se dit forte en adjectif, mais moi je la trouve très, très, très forte en verbe, l'élément mâle de la phrase. À preuve, le mot nuit dans album, la nuit ne tombe pas, elle monte. Ou comment 7 petits mots suffisent, c'est-à-dire le monde entier. Les apparitions. Dans les livres de Emma Schall, je gâte toujours les apparitions. Il y en a, je les attends, je les désire, je les devine. Elles sont tapies dans un coin du texte, dans le noir du texte. Elles viendront, elles surgiront. Dans ce registre, l'apparition de la monitrice, la mono, qui répond au beau nom d'Ava, est un sommet. Sa chair blanche éclatait, blanche. Elle était apparue comme ça, en maillot de bain, 2 pièces, orange et minimale. L'apparition, qu'on pensait naïvement sensorielle ou visuelle, devient vite apparition quasi métaphysique. Une épiphanie vient d'avoir lieu. Le mot est bien choisi, on le sait. Il y a du sacré dans la littérature de Emma Schall. Parfois, souvent, ce sont des objets qui apparaissent, et je les aime aussi, comme le corset rose d'Organe, sur le lit voisin, dans un dortoir de pensionnat. Le corset rose, sorte d'insecte femelle, une chose insensée, posée là sur le lit, une carapace d'insecte. Mais aucun objet ne me fascine autant que la tirelire dans la nouvelle éponyme. Au début, ça commence de façon inoffensive par une description de la bête. La tirelire a la forme d'une bête. Elle n'a jamais été neuve ou ils l'ont oubliée. On ne sait plus qui l'a offerte. Mais comme toujours, l'expérience naïve du jeu d'enfant se mue en expérience symbolique, voire métaphysique. La tirelire, objet prosaïque s'il en est, glisse peu à peu vers la tribu de la mort, du néant. L'offrande de la tirelire est définitive. Ce qui est enfui dans le ventre de la bête est perdu. On ne le reverra pas. On entendra cliqueter. On saura que c'est là, dans le noir, mais on ne l'atteindra plus. On ne le découvrira pas après l'avoir oublié. C'est hors temps, sorti de tout, parti, mort. Et cette découverte à la fin, celle du néant, par la grande sœur, qui a trouvé que c'était marron, fermé et lisse, qu'il n'y avait rien. Ordre immuable, genre immeuble. Emma Schall me rassure, comme Tintin me rassure d'ailleurs. Tintin me rassure parce qu'il n'y a pas d'amour. Chez Emma Schall, est-ce qu'il y a de l'amour? Je ne sais pas, on verra. Emma Schall me rassure donc, car elle campe un monde insubmersible, même paradoxalement menacé de disparaître. Ce monde est traversé par un ordre immuable. Un genre immuable aussi, un monde d'avant le trouble dans le genre. Du moins à première vue. Aux hommes, la chasse aux grenouilles, aux femmes, les mazagrans. Dans ce monde, il y a encore des speakerines qui tiennent par leur buste le monde entier dans leur orbe.
MHL se fout des modes. Le politiquement correct, elle s'en bat. Les enfants contemplent sans ciller des grenouilles mortes au fond d'un sac, ou alors grouillant dans le noir du sac entre la vie et la mort. À ces mots, en 2021, les ligues se liguent et les boucliers se lèvent en bouclier. Mais elle, MHL, écrit ce qu'elle a à écrire, au plus juste, au plus près des vérités humaines. On ne fera jamais, décidément, de bonne littérature avec de bons sentiments. Les femmes, attention, quand elles ne sont pas à plier le linge ou à boire le café, peuvent être dangereuses, très dangereuses. Confère la femme du boulanger. Alors bien sûr, parfois ça finit mal. Les fourgons des maris versent dans le ravin, où les jolis enfants trouvent la mort. Quand je dis pas de trouble dans le genre chez MHL, je m'aperçois que c'est faux. Parfois, les hommes lafoniens sont doux comme des femmes. Confère Alphonse ou Joseph. Parfois même, ils sont fragiles. Confère Roland, qui se suicide. Alphonse me plaît beaucoup, qui coud et plie le linge. On ne dira jamais assez l'importance du linge, n'est-ce pas Frédéric, dans les armoires chez MHL. Dans le secret et le silence des armoires, ils sont les dépositaires de longues transmissions muettes. Alphonse était toujours très propre. Autour de lui, autour du cercle pâle du linge, près de la fenêtre, une paix s'installait, coulait en nappe chaude, et Yvonne se sentait prise, aspirée par ce miel, dans le silence de la grande chambre où elle s'affairait, furtivement autour des lits, des armoires, de la grand-mère. En lisant ce passage, me vient immédiatement à la mémoire la parfaite petite fenêtre quasiment carrée que MHL a dans sa grande pièce de vie au rez-de-chaussée de sa maison de Vesoul, celle qui ouvre sur le grand pré de derrière, autant dire sur l'éternité. Sauvée par le pensionnat, songeant à MHL, me vient toujours cette question: comment cette petite fille élevée au sens propre au cul des vaches dans une ferme sans livres, à la maison lui donnée du Notre Père et à l'école du Rémy et Colette et basta, comment cette petite fille a-t-elle pu devenir ce grand écrivain rompu aux ellipses qui tendent le récit et aux métaphores qui disent le vrai? Comme certains juifs, elle a été sauvée par les bonnes sœurs, sauvée par le pensionnat. Si elle et sa sœur, tous les lundis matins, dépotron-minés, n'avaient pas pris le bus de Ségur à Saint-Flour, nous n'aurions pas eu la jubilation des lèvres. Des lèvres. Ce n'est pas la psy, j'espère. Nous n'aurions pas eu la jubilation des lèvres, des livres de MHL, parce que ça sort aussi un peu des lèvres. Cela me demeure un mystère. Comment la littérature se fraye un chemin en nous, comment les grands textes nous fondent, considérant l'itinéraire social et artistique de MHL, cette idée flanque le vertige. Supplique. Je vais finir par un beau mot que ne renierait pas le lexique lafonien. C'est le mot supplique. La voici. J'aimerais, cher MHL, que tu ne descendes jamais des hauts plateaux herbeux d'où tu viens, de là-haut, ou sinuent des routes poignantes. Là où les montagnes sont des plateaux mangés de vent, vides sous des ciels énormes. Je dois te le confesser, j'ai peur que tu penses un jour qu'il n'y aura plus rien à gratter dans ta montagne. Quel est ta goût d'inspiration? Je sais, je n'ai pas à m'en faire. Dans l'album, au mot Cantal, tu as écrit « Le Cantal existe, il est incontestable. Il est accroupi au centre de la mêlée des terres et il tient bon. J'en suis de là-haut, comme d'une lignée profonde, lignée de vie, ligne de sens. Je n'en reviens pas de cette grâce insigne que c'est d'en être. Mon pays sent la nuit d'hiver sertie d'étoiles. Il sent les eaux vives et grises, il sent la fumée, il sent l'ardoise cuite, le narcisse blanc, la feuille mouillée. Cher MHL, continue, STP. Promets-moi de continuer, encore et toujours, d'en être. Merci. Et je rajoute tout ce que je dois en off à MHL parce que je l'ai, elle m'a beaucoup inspirée, on va dire. C'est une litonne. La première fois que j'ai entendu Marie-Hélène Lafon, j'ai eu tout de suite envie d'écrire comme elle. Ça a été massif. Je ne sais pas si ça a marché, mais la tentation était là en tout cas.
Fabienne Jacob n'écrit pas comme moi, elle écrit comme elle. Comme Fabienne Jacob, vous allez l'entendre. Donc, le premier livre publié par Fabienne Jacob, à ma connaissance, ton premier livre d'ailleurs, hein, s'intitule Les après-midi, ça ne devrait pas exister. Déjà, ça commence bien. Et c'est donc chez Buchet-Chastel, c'est un livre de nouvelles, car Buchet-Chastel est une maison où éventuellement on publiait des livres de nouvelles de personnes qui n'avaient jamais rien publié. Et on commençait comme ça, quoi, éventuellement. Et il y a cette nouvelle qui s'intitule La Portugaise. Alors on va quand même descendre un peu du plateau du Césalier et on va au square. Au square, on avait ouvert les pelouses. C'était un beau dimanche de juin. Ils étaient tous vautrés là. Les amoureux, les adolescents en grappe, avec leurs radiocassettes sur l'épaule, les mamans avec leurs bébés gigotant sur leur nombril avachi. Sur l'herbe traînaient bien quelques mégots, mais les gens y posaient quand même leurs fesses. Des jeunes filles à queue de cheval étaient allongées, la tête sur le torse de leur amoureux, et de temps à autre gloussaient des cris aigus. Les bébés marchotaient, applaudis, piques de petits pharaons. Les radiocassettes crachaient tout ce qu'ils avaient dans les tripes, reggae, rap, rail, grésillon. Soudain, chacun l'aperçut à sa façon. Quelque chose s'était rompu sur ordre mystérieux de l'herbe. Fini l'après-midi libéral. Comme les autres, je me suis retournée. Ça se passait derrière nous, dans notre dos. En un instant, nous l'avions identifiée. C'était elle, la Portugaise, qui était cause de tout. Elle était là, assise sur l'herbe, comme les autres, avec sa jupe bleu marine un peu trop chaude pour la saison et sa vierge en médaille. Quelque chose de portugais dans la tenue, le chemisier rose peut-être. L'œil était fixe, un rien globuleux, regardant droit devant dans le vide. Elle se tenait là, sans question, sans réponse. Elle aurait été bien mieux au bord du Tage, la Portugaise. Tout le monde avait quelqu'un où aller les dimanches de juin. Un amoureux, une tente, une plage. Elle était là, seule, dans ce jardin public, alors qu'on était dimanche. Alors qu'on était juin. Elle devait être encore jeune, dans les 30 ans. Était-ce la coupe de cheveux, le regard absent? Elle paraissait plus. Elle ne parlait à personne, personne ne lui parlait. Elle n'était pas dépenaillée comme les autres. Short, t-shirt, coton, veule. Son chemisier rose à elle était bien repassé, rentré dans le jupe. Elle se tenait assise, le dos droit, les mains posées à plat sur ses jambes allongées. Elle fixait quelque chose au loin, son pays, sa famille, sa semaine. Femme de ménage peut-être, on ne saura jamais. Les volumes des radiocassettes pouvaient encore augmenter. Les bébés lui marchaient sur la tête. Les jeunes filles lui montraient leur cul. Elle s'en fichait. Elle n'était pas d'ici, elle n'était pas des nôtres. Chez elle, les gens ne se seraient jamais laissés aller comme ça. Dès que la Portugaise s'est assise sur la pelouse, les décibels du rap ont été baissés, les queues de cheval arrangées et les robes tirées sur les genoux. Même les bébés se sont tus, obéissant à la silencieuse injonction de l'herbe. Ben, vous voyez, moi, quand je lis une phrase comme ça, elle, virgule, ah non, justement, tout le monde avait quelqu'un où aller les dimanches de juin, virgule, un amoureux, virgule, une tente, virgule, une plage.
Je suis jalouse, j'aurais bien aimé avoir le culot de le faire, parce qu'il faut le faire. Voilà, ma grammaire se révulse, il faut le faire. Bon. 2, ça me donne envie de pleurer, donc c'est bon signe. Merci madame. Si tu savais comme je suis souvent jalouse de toi, bon, mais ça comme fonde je des t'aime encore amitiés. plus que la jalousie, ça va. Hein? C'est Monique. Non, c'est Jérôme, incarné par Sylviane. Nous, on y met du trouble dans le genre, je vous le dis. Ce matin, elle a incarné l'épouse de Jean, Sylviane, et maintenant, elle incarne Jérôme. Voilà. Beau grand gaillard, athlétique, suisse majuscule, universitaire et écrivain. Ce qui va... Ben, c'est difficile de jouer sur les deux tableaux, quoi. Voilà. Et ça a été un de mes initiateurs à Ramu aussi. J'ai parlé de Pourra ce matin, qui est l'initiateur très très mort, et Jérôme Mézot, c'était l'initiateur très très vivant. Voilà. Voilà. Un bleu regard bien affûté. Oui, un très beau garçon, je confirme. Comme elle proteste. Pourquoi vous me privez? Il n'a pas voulu le dire, il n'a pas voulu le dire. Tant pis pour lui. Ah oui. Jean, vous lui répéterez tout. On dirait, oui. Oui. Je peux m'asseoir quand même? Oui, c'est bien. Je préfère. Oui, lorsque j'ai écrit à Jérôme pour lui demander de se prêter à cet exercice pour Marie-Hélène, il m'a répondu ce courrier-là. Comme Pâques nous laisse du temps, j'ai pensé beaucoup à Marie-Hélène. Elle était hier sur le chemin de son ermitage du Cantal et voulu aussi faire un clin d'œil à Ramu, puisque c'est autour de son œuvre, à lui, qu'on s'est rencontrés en 96. Marie-Hélène venait présenter en Aubrac sa thèse sur Pourra. Je ne sais pas si ça a été dit, ça. Elle commençait à peine d'écrire, et moi, j'étais le blanc-bec que tu sais, plein d'énergie et brouillon comme pas deux. Voici donc le texte que je pourrais te proposer en hommage littéraire à cette grande sœur en écriture, pourrait-on dire, puisque j'apprends dans son sillage, avec la conscience de n'avoir ni son talent, ni sa persévérance. Alors, vous allez voir, c'est comment on fait un roman en gros. Ça s'intitule « Un poète est passé » et en exergue, il y a une citation de Marie-Hélène que je vous lis également. C'était gonflé de lumière verte, luisant, vernissé, presque noir dans les coins d'ombre. Une gloire inouïe qui, les jours devant léger, vous saisissait, vous coupait les mots, les engorgeait dans le ventre où ils restaient tapis, insuffisants, inaudibles. Sans les mots, on se tenait éberlué dans cette rutilance somptueuse. C'était de tout temps, cette confluence de juin, ce rassemblement des forces, lumière, vent, eau, feuilles, herbes, fleurs, bêtes, pour terrasser l'homme, l'impétrant, le bipède aventuré, confiné dans sa peau étroite, infime. C'est dans l'annonce. Alors le texte de Jérôme. Et tu dis que ce Simon dont tu parles était le seul à s'en souvenir. À ce moment-là, je ne vois pas qui d'autre. Des témoins, il était le plus jeune, 12 ou 13 ans d'après mes calculs. Les autres, il a juste prononcé leur nom. Ils étaient déjà tous morts quand il s'est mis à raconter. Il voulait peut-être te faire connaître cette histoire, ou au moins la passer au-delà de lui. Oui, mais pourquoi? Tant d'années après, ce n'était plus qu'un vague fait divers. Et le fait divers fait diversion, paraît-il. C'est qu'un jeu de mots, je ne crois pas. Et pourquoi me l'a raconté ce jour-là? Tu penses vraiment qu'on peut débrouiller ça ensemble? Aide-moi à le savoir. Certaines pensées n'émergent que dans l'échange. Bien alors commence. Bon, alors voilà. C'est donc Simon qui raconte, en été 2006 ou 2007, il approche de ses 80 ans. Il demande un coup de vin pour faucher, le pré est pentu, son dos lui fait mal. On travaille ensemble tout le matin. Une fois les foins à l'abri, il sert un verre à l'ombre devant sa maison. Peut-être que je lui ai posé une question, je ne m'en souviens plus. Alors son récit doit ressembler à une réponse. Voilà. Simon dit qu'ils étaient plusieurs à avoir vu le type un jour de l'été 1941 ou 1942, il ne sait plus précisément. Les gens vaquaient à leurs travaux dans le hameau. Un promeneur est arrivé à pied de la plaine en début d'après-midi. Sac au dos,
avec une canne ferrée au motif d'Edelweiss. Dans les 35 ans, rien de notable, ni l'allure, ni les traits. Il disait venir de Lausanne, sans doute par le train, puis à pied. Il aimait la montagne et écrivait de la poésie. Quelque chose comme l'inspiration à trouver, je ne sais plus si Simon a prononcé ce mot, mais le sens y est. En tout cas, il a eu des phrases du genre au moment de demander son chemin. Il a dû aussi poser des questions aux gens, mais Simon ne se souvenait pas de tout. Il savait à peine où était le lac Léman. Et il n'avait sans doute jamais vu un poète en plein travail. Voilà. Le poète venait pour la première fois dans cette vallée perdue. Il a aperçu le hameau posé au sommet de la falaise, loin de tout refusé, si calme. Il a dû dire quelque chose comme « merveilleux » ou « sublime », puis se lancer dans un éloge de l'Alpe. Les autres l'ont écouté avec curiosité, murmurant dans leur patois un peu moqueur. Quelqu'un, Simon ne précise pas qui, lui a indiqué le sentier à flanc de montagne vers le hameau suivant. Un sentier suspendu, bien marqué, filant sous de petites cascades et que les vaches suivent en été. Avec leurs panses larges et douces, elles frottent la falaise. Simon dit en riant qu'il n'y a pas de place pour croiser. Donc, le type est reparti, sac au dos. Tu ne crois pas que les gens ont fait des commentaires? C'est rare une visite comme ça. Ah ça oui, ils ont dû le trouver accoutré, comme un touriste. Ils ne courent pas les rues, les poètes, par ici. Voilà. À quelques centaines de mètres du hameau, il a dû dévisser sur le versant nord de la falaise, à l'endroit d'une cascade. Maladresse, inattention, enthousiasme, personne ne sait, un faux pas est si vite arrivé. La famille, inquiète de son absence, a alerté la police dans la soirée. Le projet d'excursion leur était connu. Le corps n'a été retrouvé que le lendemain après-midi dans un sale état. Les chamois l'ont vu et le lynx, les renards. C'est exactement ça, on croit marcher seul en forêt, mais des dizaines d'yeux vous observent. Alors, les gens du hameau ont regardé passer, en sens inverse, le brancard porté par 4 volontaires. Les gendarmes ont posé toutes les questions. Une version des faits à plusieurs voix s'est échafaudée, stabilisée. Un récit bâti mot à mot de tous les détails remarqués au passage du poète. Au fond, une histoire banale, celle-là même que je répète après Simon, après les gens du hameau, après les policiers et l'article dans le journal. Ils sentent le besoin de repriser les tissus. C'est comme un raccommodage. À mesure qu'on colporte cette histoire, les versions s'allongent, les images s'entrechoquent ou s'encastrent. On comprend de moins en moins ce qu'elles signifient. Ou alors, elles se mettent à signifier bien plus de choses qu'au départ. Chacun y met du sien, chacun y ajoute son grain de sel, sauf le poète, cette fois resté muet. Là-dessus, je m'y mets aussi, et toi, tu relances la machine. Il te faut d'autres détails, et donc creuser, déplacer, inventer. Cette fois, tu sais pourquoi Simon te l'a raconté. Voilà. Repriser les tissus, c'est comme un raccommodage. Ça pourrait être l'exergue de la masse textuelle tissée. C'est un pléonasme, hein, parce que textum, c'est ce qui a été tissé, évidemment. Alors justement, j'ai oublié tout à l'heure de dire que c'était 2004. Les après-midi, ça ne devrait pas exister, donc de Fabienne Jacob. Et ce texte de Jérôme, que je vais vous lire, il est dans Destination païenne, un petit livre publié chez Zoé. J'aime beaucoup cette maison suisse. Et c'est 2001, si je ne m'abuse. 2001. Ça n'est plus Simon, c'est Frédéric. Alors évidemment, moi je pense toujours au être de Frédéric dans Le Roi sans divertissement. Je suis certaine que Jérôme y a pensé aussi forcément. Fred le taciturne. Quand j'habitais le pays des forêts autrefois, je laissais filer l'été en prenant un emploi modeste,
qui était propice à la rêverie. C'était simple, avec Frédéric, nous conduisions une Jeep jusque dans les vallées. Rouge, la Jeep, sur le toit de laquelle étaient nos outils, crochets de fer, scies, perches et cordes. Frédéric me donnait les ordres. C'est qu'il en avait l'âge. Depuis l'enfance, je voyais sa voiture tanguer dans la rue, vers les 10 heures, car il avait passé ce soir, comme tous les soirs, des heures à boire. Frédéric ne parlait jamais, ou presque. Un geste, un signe, tout était d'évidence dans ce métier. Nous nous attaquions le matin à une rangée d'arbres, à nous de les élaguer, abattre, à nous de les meurtrir pour le compte d'un chef plus grand encore et que je n'avais jamais vu. Des journées entières dans les arbres, accrochés par des sangles, à atteindre les branches rebelles par des stratagèmes, sans un mot, toujours. J'étais heureux. Au crépuscule, ma peau collée de sueur et de résine, la poussière du bois me faisait les cheveux roux, et dans tout mon corps, un grand plaisir muet s'épanchait sur la route du retour. Il faut dire aussi que Frédéric savait prendre son temps, prolonger les pauses, qu'il sortait de son sac, avant même l'heure réglementaire, une petite bouteille au travers de laquelle le soleil faisait son miel. On en buvait de grandes rasades sous les abricotiers, sans nul souci, comme deux clochards ou deux voyageurs d'autrefois de passage dans un pays prodigue. J'ai quitté plus tard la vallée. De temps à autre, j'ai croisé Frédéric au sortir d'un café, une poignée de main, mais pas un mot. Je l'ai revu bien plus tard, très amaigri, méconnaissable, et toujours aussi peu parleur. Une maladie dans la gorge l'avait enflammé, des douleurs pendant des mois, dont il n'avait parlé à personne, pas même à sa vieille mère chez qui il demeurait. Ce furent les opérations, les médicaments, une atteinte profonde tarit pour jamais la source de sa parole qu'il sollicitait si peu. On le voit, au café où il traîne depuis qu'il ne sillonne plus les vallées, Frédéric, ouvrir grand sa bouche d'où remonte un étrange son animal. Il est parmi nous et son silence ne date pas d'hier. Plus personne n'y prend garde, d'ailleurs. Alors évidemment que ce Frédéric-là et mon Joseph auraient beaucoup à se dire s'ils avaient les mots et la langue. C'est un unique. Et Bon, c'est juste un tout petit clin d'œil à Marie-Hélène, très court. Marie-Hélène aime les images. Peintres, photographes, cinéastes, leurs images encore et encore. Marie-Hélène est une image, rouge et jaune, un dessin précis, des couleurs précieuses, des étoffes. Je la vois prise dans la ligne sobre d'une redingote chic, velours violine ou safran ou garance, redingote dégotée dans les beaux quartiers, loin du Cantal. Elle marche, vive, elle avance, bottée de bottines à talons, bottines fraises, d'un bottier italien peut-être, jarrets de dentelle, incarnat, ne les inondent pas. Marie-Hélène crée des images. Elle fabrique et cisèle et peaufine dans son atelier. Elle établit, elle ajuste ce mot, celui-là, qu'on n'associerait pas. Elle, si. Elle dit, elle écrit, les pharmaciens sont confortables, les sacs rectangulaires, les miesses coriaces. Aussitôt l'image est là. Elle dit, elle écrit, ils étaient blancs, ils avaient le droit. Elle dit, elle écrit, le dimanche matin, il fallait lui laver le dos. C'est le début, pour moi. Le livre gris ouvert sur la table du libraire, je lis. Je tourne les pages, j'achète le livre, je pars avec ma pitance. La phrase courte se déplie, d'autres la suivent, des images, des histoires, jusqu'à la fleur surnaturelle,
C'est la fin du livre. Ils ont 2 pays, c'est possible. C'est la fin, ça annonce. Les premières phrases de ces romans se tiennent debout, abruptes, farouches, bouclées sur un secret encore tenu. Je joue à les lier, une autre histoire apparaît. Au commencement, le monde est fondu. Annette regardait la nuit. C'est pas du rôti pour elle. La maison est grande, les armoires sont pleines, les mains de Joseph posées à plat sur ses cuisses. On resterait parti 4 jours. Le jeudi est le jour des pieds, et les pieds nus d'Armand glissent sur le parquet. Marie-Hélène peint son autoportrait par son choix d'exergue. Elle creuse sur place, elle ne glisse pas ailleurs. Parfois elle glisse, et ça lui va bien. Comme la Centaure, elle part, elle va rouler ses os ailleurs dans le monde vaste. Il faut bien s'arracher du tableau pour mieux le scruter, pour faire face à l'origine du monde. Mais elle revient. Elle dit « Je suis mon chemin ». Comme une machine à broyer, elle regarde tout, absorbe tout et tout ressort moulu, fin. Elle veut rentrer dans les choses. Main légère, forme de l'ombre, elle doit être corps dedans. C'est ce qu'elle fait qui lui apprend ce qu'elle cherche. Elle est toujours autobiographique, même si. Marie-Hélène mène un troupeau de verbes fidèles de livre en livre. Empoigner, ruminer, traverser, être traversé, transpercer, s'arracher, s'arranger, faire, qui ferait avec tant de substantifs. Marie-Hélène est une bonne montreuse de corps. Des corps encore, toujours, car le verbe est cher. Corps rarement glorieux, ils sont plantés, ramassés, tenus, rangés. Corps emboîtés, des sœurs de Rémy, les sœurs courtes, massives, brunes, carrées, incompréhensibles. Celui de la jeune Berthe bourgeonne, fesses basses, cuisses courtes, corps maintenu, corseté, salisé. Blanc celui de la monitrice, court et dur le corps du père. Les choses aussi ont un corps, les maisons sentent, craquent, roucoulent, gloussent. Le pays est un corps, le texte est un corps. Les corps, on n'en sort pas, on ne veut pas en sortir, on en veut encore, on attend, on espère ce qui n'est pas encore écrit. Alors, je vais vous raconter une histoire avec Monique. Novembre 2002. En novembre 2002, j'ai publié 2 livres. Un an plus tôt, Le soir du chien, mon premier roman, et Liturgie, donc les nouvelles. Il commence par Liturgie, se termine par La fleur surnaturelle. Voilà. Et je suis invitée avec d'autres écrivains, dont le blond et toujours jeune Arnaud Bertina et son rire homérique, et Régis Geoffrey aussi, je me souviens, était de cette escouade. Et nous sommes invités à une série de rencontres littéraires qui était organisée, ça s'intitulait L'Itinérance, et on allait dans toute l'Auvergne. J'avais refusé d'aller à la bibliothèque municipale de Rivens-Montagne, parce que la bibliothécaire de Rivens-Montagne, ici présente, celle qui m'a offert la promenade de Flaubert, pour ceux qui suivent depuis hier, ils sont un peu harassés là, je le sens, mais bon, pour ceux qui suivent depuis hier, donc la promenade de Flaubert, c'est Dominique qui s'est présente qui me l'a offert. Eh bien, c'est elle qui m'a persuadée d'aller prêcher la parole. Nul étant prophète en son pays. Arion et Montagne, je ne voulais pas y aller, c'était à 18 km de l'épicentre du séisme. Donc je ne voulais pas y aller. J'y suis allée, et je ne regrette pas depuis. On pousse les murs, désormais, à la bibliothèque de Rivens-Montagne, quand on mange ensemble mes livres, quoi. Bon, bref. Donc non, j'avais refusé d'y aller, je me souviens. Pour cette tournée-là, j'avais dit non, le Cantal, j'y vais pas. Bon. Mais en revanche, avec Monique, nous voilà partis à la maison centrale de Moulins-Liseur. Alors moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'une maison centrale. Je ne connaissais pas la différence à cette époque-là entre maison centrale, centre de détention, maison d'arrêt. Alors je l'ai apprise. Et je ne connaissais pas encore Monique. Et Monique, cette belle opération qui s'appelait L'Itinérance, associait un écrivain et un comédien ou une comédienne. Et il cheminait entre les différentes lieux de rencontre. Les textes étaient portés par les comédiens, et puis il y avait échange, discussion avec le public. Bon, donc là, la comédienne portant mes textes, c'était Monique, dont je fis la connaissance, et nous ne sommes plus quittés.
Nous allions à Moulins-Isère. J'avais reçu un courrier de l'administration pénitentiaire qui m'avait quand même un peu mis la puce à l'oreille, puisque je me souviens très très bien, on nous demandait d'être en pantalon. Tout à fait. Bon, bah, voilà, la carte d'identité, enfin bon, tout le tintouin. Bon, nous voilà. Et c'était Monique qui avait choisi des extraits de texte qu'elle allait lire. Donc on arrive à Moulins-Isère. Entre le moment où on se présente à l'entrée, flanqué de Dominique Panchèvre, qui s'occupait à ce moment-là de toutes les opérations organisées dans la région Auvergne, dans les centres de détention. Et il s'en occupait très bien. Maintenant, il officie autour de Flaubert, à Rouen, là-haut, en Normandie. Il passait des centres de détention à Flaubert. Bon, ça mène à tout. Alors, donc, nous voilà, on arrive, entre le moment où vous arrivez à la porte du centre de détention et le moment où vous êtes vraiment avec le public, à savoir 12-13 détenus, dans une sorte de petit amphithéâtre, il se passe large, presque une heure, hein, de sas, enfin, ceux d'entre vous qui ont eu ce type d'expérience savent ça. Moi, je ne savais pas, c'était la première fois. Hein. C'est là que j'ai découvert que j'adorais ça. Hein. Et que la claustration, ça m'était chevillé au corps. J'étais parfaitement à l'aise. Donc, on arrive. Et les détenus étaient là. Et Monique commence à lire. Et c'est là que je vois que Monique avait choisi, dans Le Sort du Chien, et dans Liturgie, des extraits qui, virgule, n'étaient pas en pantalon. On était là, toutes les deux. C'était grand, hein. C'était un grand moment, je veux dire. D'ailleurs, j'ai longtemps mesuré toutes les rencontres que je faisais ensuite à l'aune de celle-là, hein, parce qu'il y avait des lecteurs, vous allez me dire qu'ils avaient le temps, hein. C'était des longues peines, hein. Affûtés. C'est là qu'on m'a posé pour la première fois la question de l'imparfait, flaubertien, la question des adjectifs de couleur. Et il y a un détenu, je ne sais pas si tu t'en souviens, Nick, jeune, lui, il avait l'air très jeune. Tu vas être furieuse, Fabienne, mais il avait une allure insensée, il était magnifique, il s'est levé, il avait un léger accent, peut-être pays de l'Est, je ne sais pas, et il a dit, à la forme interrogative, ne pensez-vous pas, madame, que l'absence de dialogue dans vos livres puisse être imputable à l'enfermement de chacun de vos personnages dans sa peau? Point d'interrogation. Tout ça à la maison centrale de Moulins-Isère. En termes d'enfermement, enfin vous voyez, c'était vertigineux. Donc mon premier souvenir avec Monique, depuis nous en avons beaucoup d'autres, mais c'est celui-là. Et le premier livre de Monique que j'ai lu, à la fin de l'année 2002, après l'avoir rencontré, s'intitule La Cour. Et je vais vous lire un texte c'est le texte numéro 2. Moi, si je lui donne un titre, je l'intitulerai Abel. Abel. Parmi les ouvriers agricoles qui ont travaillé chez mes parents, qui sont sous le corps de Joseph et dans son corps, il y en a un qui s'appelait Abel. Donc, Abel. Abel, il n'est pas ouvrier agricole, vous allez voir comment ça commence. Abel est un feignant. Tous le disent. Surtout depuis que la mère n'est plus là pour défendre son garçon. C'est que bouger pour lui est une vaste affaire. Partout la graisse l'engonce, l'empaquette de surplus dans lesquels sa volonté empêchée se terre. Et la quiétude de cet abri fait le reste peut-être. Graisse ou paresse, on dispute pour savoir laquelle est mère de l'autre. Jusqu'à plus de 4 ans, Abel avait tété le sein, en plus des bouillies de gruau et d'avoine, des semoules et des crèmes onctueuses, des brioches et des gâteaux que l'enfant engloutissait insatiable et béat. « Couffle-toi, mon belou, disait sa mère. Le belou, docile, se coufflait. Elle n'avait jamais pu se résoudre à le sevrer, et son amour s'épanouissait pleinement dans le nourrissage. Enfant amoureusement gavé, fils abondant, unique, le belou ne s'était jamais dérobé et proliférait avec constance en réponse à l'amour maternel. Il n'a jamais quitté la cour, Abel, un peu d'école souvent manquée,
quelques essais dans l'atelier de menuiserie paternelle, essais vite avortés, la mère hurlait, son mari n'y pensait pas, le froid du lieu, les machines coupantes, il voulait donc le tuer. Plus tard, aux questions insidieuses touchant à l'avenir du fils elle lancée, il réfléchit, Abel, vous verrez à son heure. Son heure ne venait pas. Abel mangeait, réfléchissait sur un fauteuil Voltaire fait à ses dimensions, les pieds dans le four, tressait parfois paille et ficelle qui devenaient de curieux objets entre ses doigts boudinés. La vie coulait, douillette et lente, dans les odeurs sucrées de pâtes tièdes, de sirop, et la mère mourut, suivant de près le père, avant de voir son heure venir. Sevrage brutal, qui fit perdre à Abel, en quelques semaines, une bonne trentaine de kilos et tout son système pileux. Il noua, avec une dextérité nouvelle, ficelle de lieuse et paille, et il vit ce fatras devenir dessous de plats et de bouteilles, puis corbeilles, panières et même couffins. Une tante citadine qui le visitait parfois leur trouva de l'allure, emporta quelques-uns de ces objets à la ville, et bientôt un magasin de babioles lui passa des commandes régulières. Abel eut un petit pécule. Il resta un feignant. Des ouvrages de dames, ce vieux garçon. Par habitude d'être gros, son corps reprit vite son volume initial, et Abel œuvre désormais dans un espace de plus en plus restreint, petit nid bâti dans le nid de la mer. Sur son vieux Voltaire rehaussé de coussins, il travaille à la table où s'empilent corbeilles, abat-jours et panières de commande, vaisselle et pain. À sa gauche, la caisse à ficelle, à sa droite le fourneau, où mitonne sa pitance. Thérèse lui apporte chaque midi plusieurs louches d'un plat qui se garde au chaud jusqu'au soir. Un voile fait de poussière, débris de chanvre et brindillons de paille couvrent les choses du passé. Le gros travail, chaque jour, c'est d'aller du lit à la table à tout faire et d'en revenir à la nuit. Une fois installé, il lui faut de sérieuses raisons pour se remettre en branle, sortir pisser devant la porte ou crier à Johnny d'aller pour lui au pain quand le camion corne devant l'église. Toute une vie, cet Abel étant évidemment un cousin d'Alphonse, évidemment. T'es d'accord? Difficile. Chère Marie-Hélène, je t'écris cette lettre parce que... Non, ça commence pas bien. Chère Marie-Hélène Lafont, je vous écris cet hommage parce que... qui rime avec ramage et fromage. Le genre est difficile. En fait, ce n'est même pas un genre littéraire. Il y aurait des règles rhétoriques. Ce serait plus aisé. L'hommage, accrédité en 1160 issu du mot « homme », désigne un acte de féodalité par lequel on promet fidélité et dévouement absolu à son seigneur. Franchement, elle ne va pas aimer. Quoique. Dans le Robert sont proposés des exemples où ce terme d'hommage se trouve actualisé. Ouvrez les guillemets. J'ai connu depuis 3 ans pas mal d'hommages, mais qui n'avaient rien de respectueux, nous précise Colette. Enfin, l'hommage pourrait recéler de l'irrespect, tel un ver dans le fruit. Il s'agirait donc de se méfier de l'hommage. Vachement même. Resterait alors à s'en tenir à l'exemple extrait de l'œuvre de Proust, ouvrez les guillemets, Swann se découvrant pour présenter ses hommages à la duchesse, fermez les guillemets.
Non plus l'hommage, mais plus généreux, les hommages. Un simple geste donc, un geste simple même. Encore faut-il porter le chapeau, ce qui parfois nous conduit tout droit au procès. Et puis accepter de se découvrir, c'est encore une prise de risque, celle de prendre froid en ces temps incertains. C'est surtout accepter d'être découvert, crâne luisant ou chevelure drue. Marie-Hélène, je sais que tu aimes ce mot, drue.